Vous avez intérêt d'écouter Swag Radio. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le grand journal. Depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Dorrelas, pour présenter ce grand journal. Aujourd'hui, c'est vendredi, dernier numéro pour cette semaine. Thanks God, it's Friday. Tout de suite, voici les infos. La voix de l'ONU face à l'ensauvagement de la crise en Haïti. Le 28 août 2025, devant le Conseil de sécurité, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lancé un vibrant appel à une mobilisation immédiate et soutenue de la communauté internationale pour répondre à l'effondrement de l'ordre en Haïti. Il a insisté sur le déploiement d'une force internationale appuyée logistiquement par l'ONU afin d'aider la police nationale à reprendre le terrain et contenir les gangs armés hors du terrain. Écoutons un extrait sur Swag Radio. Le peuple haïtien est plongé dans une spirale de souffrance. L'autorité de l'État s'effondre, tandis que la violence des gangs engloutit Port-au-Prince et s'éteint au-delà, paralysant la vie quotidienne et forçant les familles à fuir. Les civils sont assiégés avec des témoignages effroyables de viols et de violences sexuelles. Les hôpitaux et les écoles subissent des attaques répétées et l'état de droit s'est effondré. Le bilan humanitaire est effarant. 1,3 million de personnes, dont la moitié sont des enfants, ont dû fuir leur foyer. 6 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Haïti fait désormais partie des 5 points névralgiques les plus préoccupants du monde en matière d'insécurité alimentaire aiguë. Les travailleurs humanitaires, en particulier les intervenants locaux, sont pris pour cible et font l'objet de menaces de violence, d'extorsion et d'enlèvement. Soyons clairs, toutes les parties doivent respecter le droit international humanitaire. Le personnel, les biens et les installations humanitaires doivent être protégés et malgré le danger, les humanitaires restent sur le terrain, fournissant eau, nourriture, médicaments et abris. Rien qu'au premier trimestre de cette année, ils sont venus en aide à 1,3 million de personnes. Malheureusement, Haïti demeure honteusement négligé et cruellement sous-financé. Pour 2025, nous avons besoin de 908 millions de dollars afin d'aider 3,9 millions de personnes. Mais nous n'avons même pas reçu 10% de cette somme et l'appel humanitaire pour Haïti est aujourd'hui l'appel le moins financé au monde. Par conséquent, plus de 1,7 million de personnes risquent de ne recevoir aucune aide. Il ne s'agit pas d'un simple déficit de financement, mais d'une question de vie ou de mort. J'exhorte tous les donateurs à agir sans délai avant que les opérations vitales ne soient réduites à néant. Nous resterons toujours à New York, dans les Nations Unies. L'artiste haïtien Jean-Jean Roosevelt, connu pour son engagement social à travers la musique, a pris la parole le jeudi 28 août 2025 à la tribune des Nations Unies afin de sensibiliser la communauté internationale sur la profonde crise que traverse Haïti. Avec son verbe poétique et son charisme d'artiste, Jean-Jean a engagé, Jean Roosevelt a dénoncé la violence, l'insécurité et l'instabilité politique qui frappent son pays, tout en mettant en lumière la résilience et l'espérance du peuple haïtien. Haïti n'est pas seulement une nation de détresse, c'est aussi une terre de culture, de dignité et de résistance, a-t-il déclaré devant les représentants du monde. Écoutons Jean-Jean Roosevelt. Nous sommes réunis encore une fois aujourd'hui avec le cœur lourd pour aborder une réalité qui nous bouleverse profondément. La souffrance des enfants en Haïti. Haïti, cette grande nation, symbole de courage et de liberté, traverse l'une des épreuves les plus sombres et difficiles de son histoire récente. Au centre de cette tempête sont surtout les enfants, innocents, vulnérables et porteurs d'avenir qui paient le prix le plus élevé. La violence armée déchire Haïti comme une guitare brisée, dont les cordes ne produisent plus que des cris et des pleurs. Les groupes armés, maîtres de quartiers entiers,
ont volé aux enfants la légèreté de leur pas. Ils vivent désormais dans une symphonie de peur, alors que chaque ruelle devenant une note dissonante. Et ce sont toujours ces enfants-là qui paient le prix le plus lourd. Ils sont recrutés de force, abusés et utilisés comme chair à canon, comme si leur jeunesse n'avait plus de valeur. Rien qu'en 2024, le recrutement a bondi de 70%. Cette situation persistante et aggravée compromet l'avenir de toute une génération. Plus de 680 000 enfants n'ont plus de maison où grandir. Ils dorment dans des sites surpeuplés où l'air même semble peser de tristesse. Beaucoup d'entre eux sont exploités, humiliés et violentés verbalement, psychologiquement, physiquement et souvent sexuels. Les viols, par exemple, surtout contre les filles, ont explosé de plus de 1000% en 2024 par rapport à 2023. Le dernier rapport du secrétaire général sur les violences graves à l'encontre des enfants en Haïti vient corroborer cette tragédie. Les enlèvements, les meurtres, les violences sexuelles, ainsi que les attaques contre les écoles et les hôpitaux se comptent désormais par centaines. L'école, jadis ce sanctuaire, est devenue un terrain miné. Aujourd'hui, les écoles sont détruites et les salles de classe transformées en refuge pour des déplacés. Cette réalité est une condamnation silencieuse de toute une génération. Aujourd'hui, plus de 1,5 million d'enfants sont privés d'un accès régulier à l'éducation. 3,3 millions, soit 2 sur 3, dépendent d'une aide humanitaire. Et 129 000 d'entre eux risquent de mourir de faim cette année. Mesdames et messieurs, derrière ces chiffres que nous prononçons à haute voix et que nous cessions de répéter, se cache un visage. Nous irons en Haïti. Le barreau de Port-au-Prince marqué le jeudi 28 août 2025, le 5e anniversaire de l'assassinat de son ancien bâtonnier, Maître Montferrier d'Orval, lâchement tué devant sa résidence à Pellerin, 5 le 28 août 2020. Écoutons un extrait signé Télé Guinéen. En toute indépendance et dans un souci de rationalité et d'objectivité, je me trouve forcé d'intervenir non seulement en tant que citoyen de cet État, mais aussi en tant que spécialiste et professeur de droit public ou de droit de l'organisation de l'État, pris ici au sens large. Fin de citation. En application de la résolution de l'Assemblée générale extraordinaire des avocats adoptée le 22 septembre 2020, laquelle consacre en son article 1er le 28 de chaque mois comme jour du bâtonnier d'Orval, le Conseil a jugé opportun d'inviter, en ce jour du 28 août, une palette de personnalités à prendre la parole afin de rendre un digne hommage à Maître Montferrier d'Orval. La diversité de leurs voix et de leur parcours reflète la pluralité des engagements auxquels Maître Montferrier d'Orval a consacré sa vie et dont son héritage demeure porteur. Nous nous réunissons aujourd'hui pour rendre un hommage mérité à la mémoire d'un être qui nous est cher, fraternellement, j'allais dire, charnellement et symboliquement. Il s'agira au cours de cette matinée d'explorer avec ceux qui l'ont côtoyé les différentes facettes d'un personnage complexe au parcours trop tôt interrompu, suspendu par des événements dont le caractère immonde ne cesse de nous surprendre et de nous renseigner sur ce dont est capable l'être humain, du meilleur comme du pire. L'hommage du jour vise donc, pour que l'arbre du dossier judiciaire ne cache la forêt des facettes multiples de l'héritage du bâtonnier Montferrier d'Orval, à en éclairer différentes portes d'entrée. Mais à un moment de la durée, il faudra bien mettre l'État au banc des accusés. La marche de la justice est aussi à ce prix. Les autorités étatiques ne pourront indéfiniment prétexter ignorance. En Haïti, le syndicat des employés des médias d'État, CME, a réaffirmé son engagement à accompagner le processus de réforme en cours à la Radio-Télévision nationale d'Haïti, RTNH. Dans une note rendue publique, l'organisation syndicale souligne que cette initiative constitue une étape cruciale
pour renforcer la mission de service public de l'institution et de répondre plus efficacement aux besoins de la population haïtienne. Écoutons un extrait. Syndicat employé médias l'État, SEME, décidé de continuer à supporter à toute force le projet réforme qui t'emmène dans Radio et Télévision nationale d'Haïti. Depuis 25 février, date Conseil présidentiel transition, t'es choisi de mettre sous pied à travers un arrêté, une commission 5 membres pour atteindre l'objectif ça. Commission a gagné pour mission pendant 6 mois pour accomplir action ça. Premièrement, fournir garder sur différents problèmes structurels, conjoncturels qui mettaient médias l'État à genoux pendant l'année qui passait. Deuxièmement, faire proposition par KPTA pour permettre RTNH de prendre des scamps figil et servir population dans 4 coins du pays. Troisièmement, proposer une stratégie pour permettre RTNH de participer dans faire promotion et éducation, la culture, démocratie dans le pays d'Haïti. C'est mais dans l'incertitude, commission Royak Denawel, dégâts, malversation, corruption qui dévastent des médias l'État. C'est mais prendre note et reconnaître depuis installation commission restructuration, 20 changements voulaient changer dans la radio et télévision nationale d'Haïti. Comme exemple, problème gaz pour assurer le fonctionnement des institutions résoudre. Nous avons signalé RTNH fait passer 15 jours sans les mains dans un fait noir à cause de mauvaise gestion de l'argent gaz là sur l'administration passée. Oh, ILC s'est appris. Nous avons le résultat enquête là. C'est mes prendre note. Malgré toutes difficultés, il y a une nouvelle dynamique à commencer à dégager dans RTNH. Même si le problème institutionnel là, il faut résoudre. C'est mes demandé commission continuer sous l'école, les certaines restrictions pas qu'à camper. Télévision nationale d'Haïti et Radio nationale, dans le souci pour lever escamp figil, commission commence à prendre un paquet de démarches côté de Chita KEPA. KEPA connaît pour faire l'élection. Il y a Chita avec UNESCO. En partenariat dans Tévin là pour constater comment le cabanon bourrade pour nous refaire la télévision. Parce que rêve de nous-mêmes, bon ici, À Port-au-Prince, la coalition des regroupements et partis pour l'avancement de la démocratie, PEA, annonce qu'elle finalise un document stratégique qui sera prochainement présenté à l'opinion publique et aux acteurs politiques nationaux. Cette initiative vise à éviter un éventuel vide institutionnel et un effondrement de l'État haïtien après la date charnière du 7 février 2026, moment qui soulève déjà de vives inquiétudes au sein de la société. Écoutons un extrait. Je veux dire, s'il n'y a pas en matière de bilan, pas l'école qui est faite, pas gagner un problème de santé à l'évine plus grave dans un pays, et misère peuple, si on ne pas aller à l'école, et puis on aurait toujours été dans le camp, et dans le camp. Et si on bilan nous capable, c'est seulement gagner de groupes monde, ça, surtout ça, si là qui est dans la corruption, et qui enrichit tête, au détriment du peuple là. Mais nous, tout Coripad, c'est toujours là comme avant-gardiste. Nous disons pas de ça que le c'est plume ni crayon li, c'est bouche li, c'est apport dialectique là li utilisé ou comment que il était capable de ramener une prise de conscience au niveau des acteurs dirigeants en d'un pays. Malheureusement pas gain ça. Et bien Coripad, et c'est ça qui fait que Coripad pas jamais fatigué, qui fait le travail sur une proposition. C'est proposition ça que n'a présenté dans Kinam et Pétionville. Et approche que nous adoptée en dans constitution ça, c'est fond proposition c'est fond différentes propositions qui étaient gagnées en dans pays, proposition de sortie de crise, et puis nous fondons ensemble et puis pour nous capable une proposition consensuelle en dans pays. Et proposition par nous une approche d'abord inclusive et cohérente et régulière. Et non seulement son position qui est une approche inclusive, cohérente et régulière, mais il adressait non seulement la problématique de la transition, pour que non seulement nous allions vers la vraie transition, mais la dernière transition. Et c'est une proposition, nous dit, qui est consensuelle,
Et puisque c'est consensuel, inclusif, et non seulement l'inclusive, cohérente et puis l'irrégulière. Si nous prenons par exemple avant-projet de constitution que le groupe qui tape travail pour CPT a été présenté, nous voyons qu'il y a une approche exclusive là-dedans, il était incohérente. Si nous avons approche Vous suivez le grand journal sur Swag Radio, deuxième partie de ce grand journal pour ce vendredi 29 août 2025. Nous irons à Kiev, dans la capitale ukrainienne. La capitale ukrainienne a été violemment bombardée par l'armée russe. Et dans la nuit dernière, du 27 au 28 août 2025, au moins 19 personnes, dont des enfants, ont été tuées. La Russie a lancé des centaines de drones et de missiles. Voici un reportage à signer Radio-Canada. Le son de la sirène de raid aérien déchire la nuit à Kiev. Puis ce sont les bombardements qui tirent les habitants du lit. Un scénario 100 fois répété, mais auquel on ne s'habitue jamais. Mes voisins ont été ensevelis sous des blocs de ciment, dit cet homme. On a tenté de les dégager, mais on n'a pas pu les sauver. Près de 600 drones et une trentaine de missiles ont détruit des immeubles à appartements, des commerces et même atteint les locaux de la délégation de l'Union européenne à Kiev. Je suis révoltée par cette attaque, dit la présidente de la Commission européenne. Cela démontre que la Russie ne recule devant rien. En représailles à cette nuit d'horreur, elle a promis de nouvelles sanctions sévères contre la Russie. Sur X, le président ukrainien a quant à lui souligné qu'encore une fois, la Russie préférait les armes balistiques à la négociation. Les réactions internationales n'ont pas tardé. Le Royaume-Uni a convoqué l'ambassadeur russe à Londres et Mark Carney a dénoncé une attaque horrible visant à imposer la tyrannie de Vladimir Poutine. Ne soyons pas naïfs face à la Russie, dit le secrétaire général de l'OTAN. Moscou n'a aucune intention d'arrêter cette guerre. De son côté, le Kremlin s'est félicité de la réussite de son opération nocturne, tout en soutenant être toujours intéressé par des négociations de paix. Ici Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal. Parlons de la Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945. 26 dirigeants étrangers, dont les chefs d'État russes et de la RPDC, assisteront aux commémorations à Beijing avant le défilé du 3 septembre. Les autorités chinoises ont fait le point devant les médias sur les préparatifs de l'événement. Voici un reportage à CD, CGTN News. Le ministre assistant des Affaires étrangères, Ron Lé, a annoncé que 26 chefs d'État et de gouvernements étrangers assisteront à l'événement. Parmi eux figurent le président russe Vladimir Poutine et le secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée et président de la Commission des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, Kim Jong-un. Des personnalités importantes, d'anciens dirigeants et 50 amis internationaux ou leurs familles, provenant de 14 pays, assisteront à la commémoration. Le thème de la commémoration est se souvenir de l'histoire, commémorer les martyrs, chérir la paix et créer l'avenir. Le peuple chinois, ainsi que d'autres peuples du monde entier, défendront la victoire de la Seconde Guerre mondiale, soutiendront le système international centré sur l'ONU et défendront l'ordre mondial fondé sur le droit international. Ensemble, nous voulons construire une communauté d'avenir partagé pour l'humanité, en promouvant la paix et la justice pour tous. Le responsable militaire a déclaré que le défilé de la Journée de la Victoire inclurait une large participation, une grande variété d'armes et d'équipements, ainsi que de nombreuses présentations inédites. Cela met en évidence la nouvelle structure des forces armées et les efforts de modernisation chinois. Nous avons terminé 3 répétitions approfondies. Toutes les troupes participant au défilé sont énergiques et très motivées. Toutes les armes et tous les équipements vérifiés sont en bon état. Les préparatifs du défilé militaire sont en grande partie terminés et sont entrés dans la phase finale. Les responsables ont souligné 3 caractéristiques clés des invités étrangers de cette année, leur statut élevé, leur représentation mondiale des 5 continents et leur large participation,
incluant des responsables et des citoyens privés, ce qui témoigne de la reconnaissance internationale du rôle de la Chine dans la guerre mondiale contre le fascisme. Le ministre... Nous irons au Yémen. Israël bombarde massivement la capitale du Yémen, Sanaa. La banlieue sud de la capitale a été frappée à de multiples reprises hier jeudi. Et des images sur les réseaux sociaux ont montré des explosions dans plusieurs quartiers. Voici un reportage signé Euronews. Au moins 10 personnes ont été tuées jeudi à Sanaa, la capitale du Yémen, lors de frappes de l'aviation israélienne. Les explosions ont secoué les quartiers sud et ouest de la ville, ont rapporté des habitants. L'armée israélienne affirme avoir visé un site militaire des Houthis après avoir intercepté 2 drones lancés depuis le Yémen en direction d'Israël. Il s'agit de la 3e tentative d'attaque Houthi contre le territoire israélien cette semaine. Appuyés par l'Iran, les Houthis ont multiplié les tirs de missiles et de drones vers Israël depuis le début de la guerre à Gaza, tout en menant des attaques contre des navires commerciaux en mer Rouge. Le groupe rebelle affirme agir en soutien au peuple palestinien et promet de poursuivre ses opérations tant que les frappes israéliennes sur Gaza se poursuivront. Début mai, les Houthis ont conclu un accord avec le président américain Donald Trump pour cesser les attaques contre la navigation en mer Rouge. Ils assurent toutefois que cet engagement n'inclut pas les cibles qu'ils considèrent liées de près ou de loin à Israël. De novembre 2023 à janvier 2025, les Houthis ont visé plus de 100 navires marchands à l'aide de missiles et de drones. Ils en ont coulé 2 et ont tué 4 marins. Vous vous souvenez notamment du cyclone Katrina qui a frappé la New Orleans. Quelle trace a laissé l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire des États-Unis? Les leçons ont-elles été tirées? La Nouvelle-Orléans commémore ce vendredi les 20 ans du passage de l'ouragan Katrina qui a dévasté la capitale de la Louisiane et aussi l'État du Mississippi. Une catastrophe qui a coûté la vie à plus de 1800 personnes, fait plus de 100 000 déplacés sinistrés des quartiers entiers, majoritairement afro-américains et pauvres. Écoutons le correspondant de France 24 pour les détails. Alors d'abord, la ville va mieux 20 ans après. Les touristes qui sont nombreux chaque année à s'y rendre s'en rendent compte. Ceux qui étaient là en février dernier, par exemple, pour le Super Bowl, le plus gros événement sportif du pays, un match de football américain qui s'est joué au Superdome, justement là où s'étaient réfugiés 30 000 habitants dans des conditions sanitaires pires chaque jour en 2005, mais à 15 minutes de voiture du stade, dans le quartier de Lower Ninth Ward, quartier largement afro-américain. Les traces de Katrina sont toujours là. Il n'y a quasiment pas de magasin d'alimentation dans le quartier. Il y avait 14 000 habitants avant Katrina, 98% noirs. Ils sont moins de 6 000 aujourd'hui. C'est une illustration de ce qui s'est passé dans une ville inondée, rappelez-vous, à 80% et dont 120 000 personnes sont partis se réfugier ailleurs pour ne jamais revenir. La Nouvelle-Orléans est toujours en majorité noire, mais on est passé de 2 tiers en 2000 à un peu plus de 50% aujourd'hui. Et lors de la catastrophe, les autorités locales, les autorités de l'État de Louisiane et les autorités fédérales avaient été critiquées pour ne pas en avoir fait assez, au point de se demander si l'aide aurait été mieux distribuée, si les victimes avaient été blanches. Il y a eu ce moment devenu célèbre du rappeur Kanye West, lâchant en direct à la télévision « George Bush n'aime pas les Noirs ». Et puis cette photo du président américain survolant la région, l'œil au hublot, dégageant une impression de distance avec la catastrophe qui se jouait 10 000 pieds plus bas. 20 ans après, Loïc, les leçons ont-elles été tirées de cette catastrophe, en particulier pour la FEMA, l'Agence fédérale d'aide aux victimes? Elle est tout particulièrement ciblée aujourd'hui par Donald Trump. Oui, c'est vrai qu'elle est très critiquée par le président américain qui veut s'en débarrasser pour donner la main aux États dans la gestion des catastrophes qui les affectent. C'est ce qui s'est passé en 2005. Ce qui s'est passé en 2005 a joué un rôle dans la perception que les Américains ont de l'agence et surtout dans la confiance, dans la compétence des autorités fédérales face à des catastrophes naturelles. Rappelons-le, à l'époque, la gouverneure démocrate et le maire de la Nouvelle-Orléans avaient eux aussi été critiqués pour avoir tardé à décréter l'évacuation des habitants alors qu'ils avaient été prévenus des risques à venir. Le corps des ingénieurs de l'armée a dépensé 15 milliards de dollars pour construire de nouvelles digues autour de la Nouvelle-Orléans, des digues censées protéger la ville, situées en partie sous le niveau de la mer. C'est ces digues qui avaient cédé en 2005, malgré là aussi des avertissements depuis longue date sur leur résistance aléatoire en cas de catastrophe, en cas d'ouragan. Merci beaucoup. Nous irons au Rwanda. Le premier transfert de migrants venus des États-Unis
Sept migrants ont été transférés des États-Unis vers le Rwanda en août dans le cadre d'un accord d'expulsion conclu avec les États-Unis. Ont annoncé hier jeudi les autorités rwandaises. Voici un reportage signé Africa News. 7 migrants déjà transférés des États-Unis vers le Rwanda en ce mois d'août. Dans le cadre d'un accord d'expulsion avec les États-Unis, les autorités rwandaises ont confirmé ce premier transfert. Selon les informations partagées, ces migrants expulsés, dont l'identité et les origines n'ont pas été divulguées, sont hébergés par une organisation internationale. Ils ont droit à des visites de l'Organisation internationale pour les migrations, ainsi que des représentants des services sociaux rwandais. Parmi eux, 3 personnes ont exprimé leur volonté de retourner dans leur pays d'origine, tandis que 4 autres personnes souhaitent rester au Rwanda et y construire leur vie. Le pays indique qu'il acceptera jusqu'à 250 personnes expulsées des États-Unis. Le Rwanda est l'un des 4 pays africains à avoir conclu des accords d'expulsion avec Washington, aux côtés de l'Ouganda, de l'Eswatini et du Soudan du Sud. Début juillet, 8 hommes ont été transférés au Soudan du Sud, tandis que 5 autres ont été envoyés vers l'Eswatini. Les autorités américaines ont déclaré qu'elles souhaitaient expulser Kilmar Abrego Garcia, un détenu très médiatisé, vers l'Ouganda. C'est la fin de ce grand journal pour ce vendredi 29 août 2025. Avant de plier bagages, coup d'œil sur la météo. Tôt le matin, attendez-vous à des averses avec des températures autour de 65 degrés Fahrenheit, puis les orages à 67 degrés peu après. En fin de matinée, le ciel alternera entre nuages éclaircis avec des pics à 73 degrés Fahrenheit. Vers midi, pour un léger rafraîchissement, autour de 71 degrés Fahrenheit. En début d'après-midi, quelques averses orageuses sont possibles. 68 degrés Fahrenheit, suivi d'un ciel plus stable, gris à 68 degrés Fahrenheit. En fin de journée, le temps plutôt nuageux, autour de 67 degrés, 68 degrés Fahrenheit, avec un autre épisode orageux à 65 degrés Fahrenheit. Vers 19h, suivi d'une amélioration vers un ciel partiellement dégagé à 64 degrés Fahrenheit en soirée. Nuit plutôt calme et claire, avec des températures descendant jusqu'à 61 degrés Fahrenheit. Conseil pratique pour ce aujourd'hui, portez un imperméable ou prévoyez un parapluie autour en matinée et en début de soirée. Les orages semblent fréquents. Habillez-vous en couche, vous pourriez ressentir une nette différence entre les périodes orageuses et les éclaircies. Planifiez vos activités extérieures en milieu de journée lorsque la météo est la plus clémente, autour de midi, début d'après-midi. C'est la fin de ce grand journal pour ce vendredi. C'est le week-end qui commence. Passez un excellent vendredi en écoutant Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude. Swag Radio, le son qui swag. Pour présenter ce grand journal, Erlich Dorelas au micro, depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde, dans les studios de Swag Radio. Passez un excellent vendredi. Salut tout le monde. À lundi. Au revoir.